pour discuter avec nous sur l'accompagnement en fin de vie dans le cadre de la mise à jour de la loi LTI sur la fin de vie, sur la base des propositions qui ont été faites par messieurs Liodéki et Guess. Bon, le débat a eu lieu aujourd'hui. Voilà, on va parler comme ça, je pense que ça va mieux. Je ne sais pas si on va mieux le mettre de côté. Donc, la loi a été votée en première lecture le 17 mars. On va encore en parler épisodiquement au gré de la procédure parlementaire, parce que vous savez que derrière, il y aura probablement une deuxième lecture après la discussion au Sénat. Cependant, un travail reste à faire, c'est d'expliquer sans doute aussi la loi de 2005, la loi actuelle, pourquoi on a fait une nouvelle loi, comment on va faire pour l'appliquer, voir aussi les difficultés qu'il y a pu y avoir antérieurement. Au cours de cette soirée, aussi probablement, on va parler de système de santé, qui est quand même un très bon système en France. Il suffit d'aller à l'étranger pour se rendre compte de la qualité de notre système, même s'il a plein de problèmes. On en parle tant. On ne parle pas toujours des choses qui marchent, mais on parle des problèmes. C'est une machine puissante, mais c'est aussi une machine lourde. C'est une machine qui a des problèmes de financement. On en parle aussi très souvent. Donc probablement ces problèmes de financement vont interférer avec l'application de cette loi, comme avec l'application d'autres lois. Alors pourquoi cette soirée ce soir? Cette soirée organisée par la paroisse de Valma. Parce que l'Église s'est toujours souciée des plus faibles. Et les personnes en fin de vie font partie justement des personnes faibles, des personnes souvent qui ne peuvent plus s'exprimer, et auxquelles il faut donner des relais de voix. Et puis la fin de vie, c'est pas simplement des examens, c'est pas simplement des traitements, c'est aussi une personne qui souffre avec sa vie, avec son corps, avec ses relations, sa famille, son environnement. Donc c'est aussi de l'humain. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir. Et probablement on se rendra compte que beaucoup de difficultés justement viennent de l'humain, et pas de la technique. La technique, souvent c'est faire. Donc ce débat doit s'appuyer sur des choses concrètes. On n'est pas ici pour faire de l'idéologie ou du dogmatisme. C'est pour ça que nous avons tenu à réunir des personnes qui sont au contact des problèmes de terrain. Nous parlerons de leur expérience, nous dirons comment ils voient les choses à partir du prisme de la réalité, on va dire. Cette soirée va se diviser en deux parties. Il y a une première partie qui va être on va refaire un peu les étapes, parler des principaux sujets. Ce sera un dialogue entre les intervenants. Ça va durer en gros 1 heure. Et puis il y aura une deuxième partie, au moins équivalente, où vous pourrez poser des questions, toutes les questions que vous voulez poser. Vous pouvez les poser, vous les poserez par oral, des micros circuleront dans les allées. Vous pouvez les adresser en général ou nominativement à tel ou tel intervenant en fonction de ce que vous l'avez entendu dire lui-même. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais céder la parole à Sabine Caz, qui est journaliste et qui va donc animer cette soirée, et je la remercie aussi. Voilà. La question des soins palliatifs et la prise en compte spécifique des personnes en fin de vie vient d'Angleterre. Elle est apparue en France dans les années 70. Parmi de multiples rapports, circulaires, plans, consultations et affaires, on peut retenir qu'en 1999, la loi affirme le droit aux soins palliatifs pour les personnes en fin de vie, et en 2002, le droit à l'information et au consentement du malade concernant les soins. On peut rappeler que du côté des affaires, la mort de Vincent Ambert intervient en 2003, l'affaire Vincent Lambert en 2010. En 2005 est adoptée la loi Leonetti. Elle condamne l'obstination déraisonnable, elle donne le droit de refuser un traitement, elle souligne l'exigence de soulager la douleur
et elle institue 3 choses. L'exigence pour le médecin de consulter les directives anticipées et, en cas d'inconscience, la personne de confiance. L'exigence de la procédure collégiale pour tout arrêt ou limitation de traitement. On peut signaler que la loi Leonetti est la seule loi de la Ve République à avoir été votée à l'unanimité de 548 voix et 3 abstentions. La loi Claes-Leonetti, dont il va être question ce soir, a été adoptée par 436 voix contre 34 et 83 abstentions. Ce qu'elle dit: les directives anticipées s'imposent aux médecins. Le patient a le droit de limiter ou refuser des traitements, ce qui ne signifie pas l'arrêt des soins. Il peut même demander une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, et s'il ne peut l'exprimer, cette sédation peut lui être appliquée comme refus d'obstination déraisonnable si la procédure collégiale a été respectée. Claire Chauffour-Adère, vous êtes directement à ma gauche, vous êtes médecin responsable de l'unité de soins palliatifs et de la consultation douleurs chroniques de l'hôpital Joseph Duquin à Toulouse. Agnès Suc, vous êtes médecin responsable de l'équipe ressources douleurs, soins palliatifs pédiatriques, enfants d'eau. René Dahan, vous êtes médecin de ville et gérontologue à Toulouse, coordinateur en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Claire Sauer, vous êtes accompagnatrice bénévole en unité de soins palliatifs, mais aussi à domicile et en établissement de long séjour. Vous êtes médecin gynécologue à la retraite. Et puis l'étranger, Vincent Grégoire Delory, vous êtes maître de conférences d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Étranger parce que vous n'êtes pas un soignant. On va commencer par un tour de table sur ce que chacun vous vivez sur le terrain et la façon dont vous percevez que la loi Leonetti de 2005, nous sommes donc sur celle-là, est à l'heure actuelle appliquée. Et je commence par vous, Claire Chauffour-Adère, au titre des soins palliatifs. Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes extrêmement nombreux, c'est très impressionnant. J'ai pas choisi la bonne place là, c'est à moi de commencer. Si j'avais su ça, je me serais mise là-bas. Donc, effectivement, je fais des soins palliatifs maintenant depuis 20 ans, quasiment. J'ai eu une autre vie avant les soins palliatifs. J'ai connu les joies de la médecine de ville et puis tout le cursus d'un étudiant qui va beaucoup dans un hôpital, dans un autre. Enfin bref, donc j'ai côtoyé différents lieux d'exercice. Je ne fais pas partie de ceux qui n'ont fait que des soins palliatifs, entre guillemets. La question, c'est de témoigner de l'expérience, c'est ça? C'est une... alors, bon, j'ai pas préparé spécifiquement là, une intervention, je voulais pas dire ou sortir quelque chose de très léché, qui aurait été très construit. Qu'est-ce que je peux dire de l'expérience aujourd'hui? Que quand j'ai démarré les soins palliatifs, c'était donc il y a 20 ans, que les soins palliatifs, ils ont presque 30 ans, vous avez souligné quelques dates. La première circulaire, c'est 1986, donc on arrive aux 30 ans des soins palliatifs. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui souligne ce fait. Donc c'est une activité qui est relativement jeune en France. C'est une activité que j'ai décidé de faire pour de multiples raisons qui n'étaient pas forcément très claires au départ. Il y en a une qui était certaine, c'est que je voyais beaucoup de situations de patients et de familles dans la détresse, en fin de vie, que je me disais c'est pas possible, il y a autre chose à faire. C'est pas possible, il y a autre chose à faire. Je le voyais un peu dans les livres, dans toute la littérature anglo-saxonne, comme vous l'avez souligné. Parce que c'est un mouvement qui était fort déjà depuis de nombreuses années, en Angleterre, en Irlande, au Canada, voilà. Donc on était un petit peu, entre guillemets, en retard. Alors combien de temps on a là pour... 5 minutes, alors D'accord. Cette expérience... Voilà, très bien. Donc cette expérience-là est une aventure, surtout que nous, quand on a commencé, donc on a été la première unité de soins palliatifs à ouvrir dans la région Midi-Pyrénées, ce qui signifiait qu'on avait un peu tout à construire en la matière. L'équipe, les relations, l'installation sur l'hôpital, les relations avec les collègues des autres services. Donc ça a été quand même voilà, une aventure qui n'a pas été paisible, c'était pas un fleuve tranquille.
De toute façon, travailler avec des patients qui souffrent, des patients qui vont quitter la vie, ce n'est pas tranquille. Voilà. Et je crois qu'il faut sortir de l'illusion qu'il y a une façon de faire qui serait idéale et qui serait à comparer à d'autres manières qui seraient très, très insuffisantes. Il y a une chose certaine, c'est que ce que j'ai appris beaucoup au cours de ces années, outre le fait que c'est une aventure humaine absolument extraordinaire, évidemment, c'est que la prise en charge de la douleur, moi quand j'étais étudiante, alors bon, j'ai quelques filets gris dans mes cheveux, mais enfin ça date pas non plus il y a 100 ans là. Quand j'étais étudiante, on avait un enseignement sur la douleur absolument dérisoire. Et donc celui que j'ai finalement reçu est un enseignement qui a été choisi, c'est moi qui l'ai voulu, comme tous mes petits camarades de l'époque, quand on choisissait de s'orienter dans ce type d'activité. Et que donc j'ai pu mesurer aussi au cours du temps l'évolution en termes de formation des étudiants, et je gage que les jeunes médecins que je côtoie aujourd'hui sont quand même infiniment mieux préparés qu'on a pu l'être nous-mêmes à l'époque. Voilà, donc je vois l'évolution, et les 20 ans chez nous de soins palliatifs ont vu aussi croître l'offre de soins en matière de soins palliatifs, et aujourd'hui nous ne sommes plus les seuls, ce qui est évidemment extrêmement précieux pour les patients, les familles, et il faudra encore beaucoup de monde sur le terrain. Est-ce que je m'arrête là ? En fait, vous témoignez qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont changé, une prise en compte réelle a été faite, on évoquera peut-être les difficultés qui demeurent, et on en parle beaucoup, mais depuis 20 ans, les choses ont beaucoup bougé, et beaucoup de choses dans le bon sens. Ben écoutez, je suis pas. On est passé de la proto-histoire des soins palliatifs à un peu plus que la préhistoire, je vais dire. Et si on prend des chiffres, alors moi je suis un peu fâchée avec les chiffres, mais bon, j'ai en tête quand même qu'en 87 c'était la première unité de soins palliatifs, qu'aujourd'hui on est à plus de 100, enfin à peu près 122 unités de soins palliatifs. Il existe d'autres modèles de prise en charge de patients sur des lits qui sont des lits identifiés, qui évidemment sont relativement nombreux aussi. Il y a des équipes mobiles qui ont été créées, des réseaux, enfin il y a tout un maillage sur des territoires qui certes demeure insuffisant, mais on est passé de rien à quelque chose qui se chiffre bien. René Dahan, vous êtes donc médecin en ville, vous êtes gérontologue et vous êtes coordinateur en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quelle est votre pratique et votre rencontre avec cette réactivité-là? Écoutez, tout d'abord bonsoir. La pratique en EHPAD est au cœur de la problématique du médecin traitant, puisque nous sommes malheureusement confrontés à la partie ultime de la vie, et celle qui fait que finalement on est porté à réfléchir à ce qui va se passer, et on est confronté non seulement à l'angoisse, à la solitude du patient, mais aussi à son environnement, à sa famille. C'est une problématique lourde, très complexe, et je crois que cette loi est la bienvenue parce qu'elle va permettre surtout de rappeler la centralité du médecin traitant, et surtout rappeler que informer les gens, c'est très important. Il faut que les gens soient informés. Il y a une méconnaissance absolument de la loi, et ça met les médecins dans une difficulté relationnelle au quotidien. Je crois que la centralité de la solitude est le problème clé, et surtout la dignité. Réfléchir à la manière dont on peut quitter ce monde avec beaucoup de dignité, et surtout sans avoir à subir le regard des autres, la souffrance des autres et sa propre souffrance. Je crois que c'est le point central qui va nous permettre non seulement de dédramatiser la mort, mais surtout de sortir de cette spirale négative qui entraîne les gens vers une situation de désespoir. Claire Soher, vous êtes bénévole en soins palliatifs, à la fois en établissement de long séjour et puis également à domicile. Est-ce que l'état des lieux à l'heure actuelle, on a beaucoup dit et les rapports se sont multipliés pour dire que les unités de soins palliatifs et l'accès aux soins palliatifs est tout à fait insuffisant en France? Il y a sûrement tout un travail à faire de ce côté-là. En même temps, vous intervenez à la fois sur des lits spécifiques d'unités de soins palliatifs et puis ce qu'on appelle des lits qui sont dans des services généraux en soins palliatifs. Quel est votre constat aujourd'hui? Mon constat, c'est qu'il y a une grande différence dans les centres avec des lits dits dédiés et des lits identifiés. Donc sur Toulouse, nous n'avons que 20 lits de lits dédiés,
Et malheureusement, il y a peu de possibilités pour les gens d'être forcément acceptés dans ce genre de structure. Moi, je suis bénévole depuis 3 ans dans une EHPAD, donc ce sont des lits identifiés. Mon expérience est que la culture du soin palliatif est moyenne au niveau des soignants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les gens sont débordés souvent au niveau travail et moi je constate que quelquefois c'est difficile et que j'ai été face à des situations assez douloureuses. Alors, par ailleurs, donc, depuis 1 an, j'accompagnais une personne aussi très malade à domicile. Je vais peut-être vous lire le témoignage parce que c'est encore un petit peu douloureux pour moi, puisque je l'ai accompagnée pendant 1 an et qu'elle est décédée il y a 10 jours. Elle s'est suicidée à son domicile. Donc je vais vous raconter son histoire. Elle était atteinte d'une maladie psychique datant de plus de 20 ans. Elle avait perdu son mari il y a 1 an et demi et avait un fils. Les rapports avec son fils étaient difficiles du fait de sa maladie psychique et il devait se protéger. Donc elle était vraiment seule chez elle. Quand je l'ai rencontrée la première fois, le courant est tout de suite bien passé. Elle était alors atteinte d'une fibrose pulmonaire grave et vivait reliée à sa bouteille d'oxygène. L'aggravation brutale de son insuffisance pulmonaire a conduit le corps médical à compléter les investigations et à découvrir en plus un cancer primitif du poumon. L'avenir était sombre à court terme. Outre un traitement très lourd pour l'insuffisance pulmonaire, avec de nombreux effets secondaires, lui a été proposée une chimiothérapie. Je devrais dire, lui a été imposée une chimiothérapie. Pas de concertation entre les pneumologues et les cancérologues, pas de prise en compte de sa maladie psychique, ni du fait qu'elle la vivait seule chez elle. Elle a repoussé la chimio durant 2 mois, mais devant l'insistance du cancérologue, elle a décidé en janvier 2015 d'essayer de la débuter. 3 séances en hospitalisation de jour ont été faites. À chaque sortie, elle se retrouvait seule chez elle et de plus en plus fatiguée. Elle a alors lâché prise, a commencé à ranger ses papiers pour, me disait-elle, que son fils n'ait pas trop de problèmes lors de son départ. Elle me parlait de son intention d'aller en Suisse pour se faire euthanasier, mais avec son oxygène, c'était difficile d'envisager ce voyage seul. Puis elle me disait que sa vie était un calvaire, mais qu'elle ne se sentait pas le courage de faire elle-même le geste final. Avant la 4e chimiothérapie la veille, dans un moment où la douleur physique et psychique a été trop forte et plus forte que tout, elle a pris tous les médicaments à sa disposition pour mettre fin à ses jours. Cet accompagnement était très fort avec de nombreux échanges sur le sens de la vie et sur sa foi qui était profonde. Nous étions devenus de vrais amis, attendions nos rencontres hebdomadaires avec joie et toujours de l'anxiété pour moi du fait de la douleur si grande qui l'habitait. J'avais toujours peur de ne pas avoir les bons mots pour répondre à tous ces questionnements. Je dirais seulement que je suis rassérénée de savoir qu'elle est maintenant dans la paix auprès de son mari, qu'elle aimait tant. Par contre, durant ce long parcours de douleur, j'ai été scandalisée par l'attitude de mes confrères médecins qui l'ont traitée comme un cas, sans humanité, sans respect. Jamais on ne lui a laissé le choix. Elle avait pourtant rédigé ses directives anticipées où elle demandait qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Quand elle a évoqué avec le cancérologue la possibilité de ne pas faire de chimiothérapie, il lui a été répondu, et je l'accompagnais ce jour-là à l'hôpital, donc j'étais témoin, « Mais madame, vous vous exposez à vous retrouver avec des métastases épouvantables. » Son choix n'a pas été respecté, c'était le traitement proposé ou rien. Si vous voulez bien. J'ai fini là.
Voilà, j'ai plus de lignes. Elle aurait pu mourir plus paisiblement si on lui avait proposé d'autres alternatives, car la mort ne lui faisait pas peur. Donc simplement, moi ce que je veux dire, c'est que ce que je vois par mon expérience d'accompagnante bénévole, c'est que la culture palliative et la loi Leonetti est loin d'être rentrée dans les mœurs de certains de nos confrères, en particulier cancérologues. Merci beaucoup Claire Soher, on sent l'émotion qui vous étreint à cet accompagnement que vous avez essayé de faire avec le plus d'humanité possible. On est absolument au cœur du débat, on garde bien précieusement votre témoignage et on y reviendra en évoquant à la fois la loi Leonetti de 2005 et puis cette loi Claes Leonetti. De votre point de vue, on y reviendra. Agnès Suc, je voudrais que vous nous disiez ce que vous vivez avec les enfants, puisque vous êtes en service pédiatrique, vous êtes médecin responsable de l'équipe ressources, douleurs, soins palliatifs pédiatriques enfants 2. Moi, je suis pédiatre, je travaille à l'hôpital des enfants et donc on a monté depuis 15 ans une équipe qui est devenue, après avoir été passée par différents stades, notamment du réseau, ce qui est devenu maintenant une équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques. Alors mettre à côté soins palliatifs et pédiatriques, ça peut paraître quelque chose d'assez choquant pour un certain nombre, mais malheureusement, malgré tous les progrès qu'a pu faire la médecine et la médecine périnatale notamment, il reste encore un certain nombre d'enfants qui décèdent, heureusement très très peu, puisque il y a probablement entre moins de 0,8% des décès qui concernent des enfants, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Et donc, il a été mis en place depuis 2011 des équipes ressources pour spécifiquement accompagner les enfants dans leur dernier chemin. Donc nous, on est en même temps, notre équipe s'occupe en même temps de l'accompagnement des enfants au sein même de l'hôpital des enfants. Et puis, on a développé tout un système, puisqu'il y a un certain nombre d'enfants ou de familles qui souhaitent à l'heure actuelle que les accompagnements puissent se passer à domicile. Et donc on accompagne et on fait en sorte que ces volontés puissent être possibles pour les enfants ou les familles qui souhaitent que les enfants soient accompagnés à domicile. Alors, bon, c'est sûr que les histoires sont toujours terribles et redoutables et j'ai devant moi, en même temps que je vous parle, plein d'idées, plein d'images que j'ai de situations assez catastrophiques et de situations terribles que l'on a pu être amené à vivre. En même temps, moi j'ai le sentiment quand même que la loi Leonetti, avec tous les principes tels qu'ils avaient été énoncés en 2005, nous a énormément aidés dans la prise en charge de ces patients, dans la mesure où ça nous a autorisés à ne pas mettre en place d'acharnement thérapeutique et à lutter contre l'obstination déraisonnable. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ça c'est quelque chose dans le monde de la pédiatrie qui est relativement acquis pour ce que l'on peut savoir de l'évolution des choses. C'est-à-dire que même en 2015, la médecine et tout ce qu'on peut connaître de prédictif reste quand même très incertain. Il y a beaucoup d'évolutions qu'on ne peut pas connaître, de situations dont on ne peut pas connaître l'évolution. Et donc dans ces situations-là, effectivement, il reste des problématiques, mais qui seront de toutes les manières très difficilement résolvables. Je suis d'accord avec Claire qu'on a fait énormément de progrès dans la prise en charge de la douleur. Et effectivement, on arrive à calmer beaucoup des douleurs de ces enfants, mais je suis aussi sur le versant un peu à l'opposé, c'est-à-dire de penser qu'il reste encore un certain nombre de douleurs qui sont très difficiles à calmer en pédiatrie et notamment qui sont très difficiles à calmer en autorisant les enfants à des vies de relations correctes. Parce que ce qui importe aux parents et aux enfants dans les derniers moments de la vie, c'est de pouvoir garder une vie de relation et de pouvoir rester en communication. Et les effets secondaires beaucoup des traitements de la douleur dont on dispose à l'heure actuelle font que ces enfants sont somnolents et dorment, ce qui n'est pas satisfaisant pour les parents. Voilà, après, on a naturellement, mais on en parlera peut-être plus tard,
des interrogations sur la façon dont la loi Claes-Leonetti va pouvoir être appliquée dans notre domaine qui est celui de la pédiatrie. Voilà. On en parlera tout à l'heure. On va y revenir. Vincent Crébois-Delory, vous êtes donc maître de conférence en éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et puis, on va aborder un deuxième volet de ce temps d'intervention autour précisément de la loi Claes-Leonetti, donc la dernière. Bonsoir chère Sabine, bonsoir à tous. On va essayer de parler sans faire trop de Larsen. Alors évidemment c'est très difficile d'être le naïf du groupe, car n'étant ni médecin ni accompagnateur, on doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? En plus je suis physicien et philosophe, ce qui fait qu'en fait moi je m'intéresse un petit peu plus à la notion de vie, de vivant, ce que représente pour nous le corps, la vie, le vivant. Un physicien, ça a au moins cet intérêt, c'est que nous on se promène à coup de milliards d'années, et vous savez, il y a au moins 3 points qu'on aime bien réfléchir tous. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Y a-t-il quelque chose avant? C'est bizarre ça. Y a-t-il une origine? Le Big Bang suffit-il à comprendre le monde? Cette énergie qui est devenue de la matière, énergie, matière condensée, a fini par faire des étoiles. Les étoiles ont fait de la matière plus lourde. Cette matière plus lourde a fait des planètes. Sur cette planète, l'une d'entre elles, en tout cas la nôtre, a émergé le vivant. Deuxième étonnante chose, d'où sort ce vivant? Y a-t-il un continuum entre l'inerte et le vivant? On va voir que par rapport au corps, ça a des conséquences. Et enfin, le vivant, il se développe dans des milliards d'années, et puis au bout de 3,4 milliards d'années à peu près, un être vivant se dit « je, moi, je suis ». Alors ça c'est formidable. Un être vivant est capable de, non seulement de dire « je », de dire « je suis », mais de conjuguer. Il est capable de dire « je serai, j'étais ». C'est formidable. C'est tellement formidable qu'on est capable de dire demain soir, après-demain soir, on est capable de dire dans 10, 20, 30, 50 ans, et puis on est surtout capable dès lors de dire « je vais mourir ». Alors comme je vais mourir, je m'angoisse. Comme je m'angoisse, je fais de la philo. Et de fait, le philosophe s'intéresse à ça, entre matière et existence, c'est-à-dire que finalement notre vie, notre vivance que nous ramène au corps. C'est quoi notre corps, cette enveloppe charnelle? Quel sens a-t-elle? Parce que finalement, vous avez beaucoup parlé, et je pense que ce soir, je serai discret, je suppose, mais moi je ne connais pas trop, évidemment, ces législations, je les connais un peu, comme tout le monde, bien sûr, mais la loi, eh bien, finalement, c'est au sein d'un État en fonction des valeurs dans lesquelles il vit. Or, le corps humain, comment on le prend? Est-ce que c'est donc un continuum entre l'inerte et le vivant et le conscient? Ou y a-t-il encore autre chose? Peut-on construire ou penser une métaphysique? Si on pense une métaphysique, finalement, est-ce que le corps, il nous appartient? Est-ce que je puis me couper la main devant vous et la vendre? Alors si je fais ça, je pense que je vais directement à l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne se passera pas très très bien. Donc de fait, quel est le statut de mon corps? Car si je sais penser le statut de mon corps, alors après, peut-être penserais-je mieux le statut de la loi. Nous allons donc maintenant aborder cette nouvelle loi Claes-Leonetti. Est-ce que vous voulez, Dr René Dahan, nous donner quelques points que vous avez particulièrement retenus? Ce qu'il y a d'essentiel dans la nouvelle loi, tout d'abord, il faut rappeler que la loi antérieure Leonetti de 2005 ressemble étrangement à cette nouvelle loi à quelques nuances près. Elle n'a pas été expliquée, elle n'a pas été comprise, et surtout, elle n'a pas été financée. Il faut le dire, c'est très important. Donc, qu'apporte cette nouvelle loi? C'est surtout les directives anticipées. Ces directives doivent être claires, écrites, et surtout, elles sont contraignantes. C'est-à-dire que